ambiguïté à la société et qu'il est important de la prendre en compte, même si c'est une question dérangeante, car elle intéresse particulièrement un domaine considéré comme relevant de la vie intime et privée. Le comité insiste sur l'attention apportée aux personnes dépendantes, notamment du fait d'un handicap, et qui, plus que d'autres certainement, ont besoin du soutien de leurs proches et de la communauté. C'est une attention qui interroge l'éthique sous différents angles. L'éthique déontologique des droits et du respect des droits, l'éthique utilitariste qui, visant le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes, l'oblige à faire des choix, et l'éthique de la vertu, celle de la solidarité et de la compassion des individus les uns pour les autres. Ces diverses approches éthiques permettent de distinguer ce qui relève de la responsabilité de l'État, de celle de la société civile et de ce qui peut être attendu des associations. La question de l'intimité et de la vie amoureuse et sexuelle, on ne saurait en effet parler de la sexualité sans souligner l'importance des liens affectifs et de la relation amoureuse. Cette question confronte donc les réflexions éthiques, mais aussi nos représentations, le regard social porté sur les personnes handicapées et enfin ce que permet le cadre légal. Concernant les personnes handicapées, il faut souligner que l'idée d'une spécificité de la sexualité n'est pas complètement effacée des mentalités. Quelle que soit la nature du handicap, la question de la vie affective et sexuelle est longtemps restée de l'ordre d'un problème dont les seules réponses, parentales ou institutionnelles, étaient le tabou, on n'en parle pas, ou la censure, on l'interdit, ou encore les arrangements discrets, ce que nous saurions voir. L'émergence de cette réflexion dans les établissements depuis quelques années révèle de fait un faisceau de complexité et par voie de conséquence la nécessité d'instituer un cadre clair et cohérent autour de cette question. Mais cette question est avant tout celle de définir les bases sur lesquelles construire ce cadre. La connaissance du cadre juridique, base très importante, l'analyse des obstacles en fonction du contexte de vie, la mesure des difficultés et des risques, la confrontation aux questions délicates liées à nos représentations et à l'éthique. Ces bases incontournables permettront de construire dans chaque établissement un cadre adapté, répondant aux attentes et aux besoins des personnes. Avec nos invités, nous allons maintenant explorer ces différents aspects. Donc, nous avons avec nous Bruno Pi, qui est professeur de droit à l'Université de Lorraine et qui va décrypter le cadre réglementaire et législatif concernant les droits des personnes et les devoirs des institutions. Le cadre juridique de la liberté sexuelle et ses limites sera présenté en abordant les questions d'autonomie sexuelle et d'intimité, mais aussi de protection de la personne. Les fréquentes erreurs d'interprétation des textes juridiques seront repérées et les bases seront posées afin de questionner comment développer une politique institutionnelle en matière de vie amoureuse et sexuelle des personnes accompagnées, que ce soit en termes de cadre, d'étapes, de méthodes et d'outils. Et pour ce faire, ensuite, Anne Dussart, qui est psychologue, sociologue au Créailles Bourgogne-Franche-Comté, questionnera les modalités permettant aux dirigeants et aux équipes de connaître leurs responsabilités, d'explorer leurs représentations et de dégager leurs repères éthiques dans ce domaine complexe. Il y sera également question de la construction et du contenu du projet d'établissement, du règlement de fonctionnement, des contrats de séjour et des projets personnalisés. Pour terminer, l'équipe du FAM de Vézelay, ayant participé à un programme visant à développer une réflexion collective et ayant conduit un programme d'éducation à la sexualité, partagera avec nous leur expérience. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Pi pour son exposé. Alors, je fais ça. Merci beaucoup pour ces quelques mots de présentation. Merci aussi pour avoir eu la gentillesse, l'amabilité d'inviter un juriste pour parler de ces questions liées à la sensualité, la sexualité, l'intimité, puisque nous allons voir ensemble que le droit a des choses à dire sur cette question
Et merci d'avoir choisi aujourd'hui une journée avec beau temps et pas hier pour me faire venir, puisqu'il paraît qu'hier c'était nettement moins agréable. Vous avez choisi d'entrer dans ce sujet par l'éthique, et je voudrais d'emblée, à titre d'introduction, distinguer l'éthique, le droit et la morale, puisqu'on va forcément rencontrer les trois notions quand on parle de sexualité. Le droit, c'est ce que je suis censé vous présenter aujourd'hui, c'est simple, c'est le permis et l'interdit, la frontière entre le licite, ce qui est permis, et l'illicite, ce qui est interdit. Et je vais essayer de synthétiser les règles des interdits fondamentaux et des permis fondamentaux en matière de sexualité. L'éthique, c'est, on va dire, pour faire simple, le souhaitable et le non souhaitable. C'est une réflexion sur des pratiques, des situations, pour essayer d'améliorer, de tendre vers une amélioration et d'éviter les situations à risque ou gênantes. La morale, elle, c'est l'art de différencier le bien du mal. En matière de sexe, il y a des questions de droit, il y a des permis, des interdits, il y a des questions d'éthique. Qu'est-ce qu'il faut encourager, développer, accompagner ? On parlera aussi d'accompagnement. Et puis, il y a des questions de morale qui sont, elles, plus individuelles, plus connotées aux convictions, au parcours, aux subjectivités, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, puisque nous rentrons dans cette mini-conférence sur un terrain qui est quand même un terrain qui est politique, au sens large du terme, gestion des affaires de la cité. Je rappelle juste, histoire de plomber l'ambiance dès le début, qu'en 2012, sur une question liée à cette thématique de l'affectivité, en l'occurrence sur le mariage pour tous, on a eu quand même 1 million de Français qui sont descendus dans la rue pour dire non, non pas pour revendiquer des droits pour eux, mais pour dire non à des droits pour d'autres. C'est la première fois dans l'histoire de France que des gens défilent pour interdire à d'autres d'avoir des droits. C'est sur des questions d'affectivité et par prolongement de sexualité. Donc on est sur un particulièrement sensible, et c'est pourquoi je vais essayer d'aborder à fleur et moucheté des questions qui sont des questions de société en pleine ébullition à l'heure actuelle. D'abord les mots, ensuite la chose. Les mots et la chose, c'est assez classique quand on aborde les questions de sexualité. Sur les questions de mots vues sous l'angle juridique, je ne ferai rien d'autre, je n'ai pas d'autre compétence que de parler des questions de droit. Eh bien, il y a un premier mot qui pose question quand on aborde sexualité et handicap, c'est que certains développent comme une banderole, comme un slogan, une revendication d'un droit à la sexualité. L'APF avait même à un moment intitulé tout un programme sur droit à la sexualité pour les personnes en situation de handicap. Ça pose problème. Ça pose problème parce que on doit affirmer en tant que juriste que ça n'existe pas, le droit à la sexualité. Nous savons, nous, ce qu'est avoir un droit au sens subjectif. Avoir un ou des droits, c'est se voir reconnaître par des textes juridiques une prérogative, soit sur une chose, les droits réels, droits du propriétaire, du locataire, etc., soit des droits personnels, prérogatives à l'égard d'un individu permettant d'exiger une prestation. Droit du salarié, droit de l'employeur, droit du prêteur, etc. Le propre des droits tels qu'ils sont reconnus par la législation, c'est que quand on a cette prérogative, quand on a un droit, soit il est satisfait, respecté, soit s'il ne l'est pas, on peut aller voir le juge pour qu'il y ait une obligation d'exécution forcée ou une indemnisation. Si le salarié n'est pas payé, n'a pas son salaire, il va voir le juge qui va contraindre, saisir et faire exécuter l'obligation de payer le salaire. Et ainsi de suite, droit égale sanction par le juge, exécution forcée ou indemnisation. Question, est-ce qu'on peut parler d'un droit à la sexualité ? Évidemment non. Personne n'a un droit à la sexualité, ni les valides, ni les personnes en situation de handicap. Ça n'a aucun sens. Imaginez ce que ça voudrait dire. Si on affirmait dans la loi qu'un tel a un droit à la sexualité, moi par exemple, ça voudrait dire qu'au bout de X semaines sans activité sexuelle, je pourrais aller voir le juge en disant « Attendez, mon droit à la sexualité a été bafoué, alors ou vous me trouvez un ou une partenaire, ou vous m'indemnisez. » Ça fait délirer. C'est le même raisonnement qu'on peut conduire en matière de rapport à la santé. Est-ce qu'on a un droit à la santé en France ? Non, jamais. Ça n'a jamais été prévu et ça n'est pas à l'ordre du jour. On a un droit à l'accès aux soins. C'est pas la même chose.
Mais on ne peut pas dire qu'il y a un droit à la santé. Et ainsi de suite. Est-ce qu'on a un droit au mariage? Non. Celui qui est célibataire à 25 ou 35 ans, peut-il aller voir le juge en disant hey, « mon droit au mariage, j'ai pas... trouvez-moi un conjoint ou indemnisez-moi » Non. On n'est pas dans un domaine de droit à, de droit créance. On est dans un domaine, et c'est important pour moi, juriste, de préciser le sens des mots, où on est dans le domaine d'une liberté fondamentale. Il y a en France, et je vais le décliner avec vous, une liberté sexuelle, comme il y a une liberté de se marier quand on remplit les conditions légales. Ça n'est pas un droit. La sexualité n'est pas un droit, c'est une liberté dont on va voir ensemble comment elle s'organise, surtout dans le milieu, bien évidemment, qui nous préoccupe, celui du handicap. C'est une liberté, et je ne fais pas que l'affirmer comme une sorte de principe philosophique, c'est une liberté fondamentale garantie par les règles juridiques, garantie par la loi et même par des traités internationaux. Qu'est-ce qui me permet d'être aussi péremptoire en disant que la sexualité est une liberté? Eh bien, je prendrai qu'une seule affaire qui a été intéressante parce qu'elle est voisine du milieu du handicap. Dans un établissement hospitalier psychiatrique du sud-ouest de la France, centre hospitalier spécialisé de Cadillac, un directoire décide de modifier le règlement intérieur de l'hôpital, et dans ce règlement intérieur, inclut une clause en disant, chez nous, dans l'établissement, pas de sexualité. La sexualité n'est pas autorisée au sein de l'établissement. Un des usagers, un des patients, en hospitalisation sous contrainte, sous curatelle, eh bien, saisit la justice, le tribunal administratif, pour faire juger de l'illégalité de ce règlement, et en particulier de cette clause interdisant la sexualité. Donc la question qui se pose au tribunal, puis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, c'est est-ce qu'on peut, dans un hôpital, entraver, limiter, annihiler la sexualité des individus, ou est-ce que la sexualité, l'accès, la liberté, est un principe fondamental plus fort qu'un règlement intérieur? Problème de hiérarchie des normes. Mais la réponse est claire et nette. La cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle que la liberté d'avoir une vie privée, y compris dans la dimension sexuelle, découle de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Constitution, etc., et qu'on ne peut pas, par un règlement intérieur, bafouer, annihiler, vider de son sens le principe d'une liberté fondamentale. Il y a quand même une réserve, s'il est possible, à titre ponctuel, pour des raisons liées à la santé de l'individu, de limiter avec une contrainte de temps, de limiter les activités sexuelles pour des questions sanitaires, ponctuelles et limitées dans le temps, il ne peut pas être interdit par un règlement intérieur toute forme de sexualité pour tout le monde, tout le temps. C'est une transgression beaucoup trop grave de cette liberté sexuelle garantie par le droit. Donc, le règlement intérieur de l'hôpital de Cadillac a été invalidé. De choix des mots et de sens des mots. Et dans l'avis du comité d'éthique numéro 118, dont il a été question à l'introduction, il y a un point qui est très important, c'est que cet avis qui est très critiquable, et que par ailleurs on est plusieurs à avoir critiqué, assimile systématiquement handicap et vulnérabilité. Tout le long de la vie, c'est handicap égale vulnérabilité, handicap égale vulnérabilité. Là encore, le juriste revient à ces définitions telles qu'elles découlent de la loi. C'est quoi la vulnérabilité? La vulnérabilité, c'est, en droit et en droit pénal en particulier, le fait qu'un individu, à un instant T, soit hors d'état de se protéger en raison de la maladie, de l'âge, de l'infirmité, de la grossesse. C'est le fait d'être, à un moment donné, hors d'état de se protéger. Et la vulnérabilité est donc une circonstance aggravante par rapport à des violences, à un vol ou à un viol. Si c'est accompli sur une victime à un instant de vulnérabilité, c'est plus sévèrement puni que si c'est sur une victime qui n'est pas en situation de vulnérabilité. Voilà ce qu'est la vulnérabilité. C'est pas une question de handicap. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est forcément tout le temps, H24, vulnérable. Et à l'inverse, on peut être vulnérable sans être en situation de handicap. Deux exemples. Premier cas, je prends, et c'est un exemple qu'on a rencontré il y a quelque temps, un adulte trisomique, un homme de 28 ans, qui fait du 1m90, 100 kg et qui fait du sport. Il fait du rugby, etc. Et puis à un moment, ils se disputent les uns les autres, et il y en a un qui lui met une gifle. Il reçoit un coup. Et ses proches, puisqu'il est sous tutelle, portent plainte pour violence sur personne vulnérable. Il est handicapé quand même. Il est trisomique et il a frappé. Le juge pénal a considéré qu'un rugbyman d'1m90, fut-il trisomique, était tout à fait capable de parer un coup ou de résister à un coup, à une gifle, et qu'il
il n'était pas, pour ce geste-là, à ce moment-là, en situation de vulnérabilité. Personne ne conteste qu'il soit une personne en situation de handicap. Mais il ne faut pas assimiler handicap et vulnérabilité. Situation de fait, temporaire, d'incapacité, d'impossibilité de se protéger. À l'inverse, imaginons que je fasse un malaise, quel qu'il soit, que je perde connaissance, 3 minutes. 3 minutes, je suis allongé, quelqu'un me fait les poches, ou me donne des coups, ou m'impose une pénétration sexuelle. C'est alors une infraction commise sur une personne vulnérable. Pendant 3 minutes, je suis dans les vapes. Je suis hors d'état de me protéger et donc je suis vulnérable. Je ne suis pas en situation de handicap, je ne suis pas sous tutelle. Il ne faut pas mélanger les catégories. Le comité d'éthique qui, en quelques pages, dit handicap égale vulnérabilité, se trompe sur le plan du droit. Il confond peut-être avec une notion morale ou éthique, mais ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis là pour parler de droit. Pour parler de droit, la liberté sexuelle et la question du droit commun, d'abord. Quelles sont les grandes règles à grands traits, hein. On a un temps limité. Je regarde quand la maîtresse du temps va me faire signe que j'ai épuisé le créneau imparti. Les règles de droit commun, comment elles se déclinent dans le milieu du handicap et comment ça va évoluer ou ça peut évoluer dans les mois ou les années à venir. Voilà ce que je voudrais voir avec vous. Toujours dans les mots, eh bien, la liberté sexuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on est dans un domaine dans lequel le principe juridique, tel que défini par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, c'est que tout ce qui n'est pas puni par la loi ne saurait être interdit. Le principe en matière de sexualité, c'est qu'on a, je prends souvent cette image, un océan de liberté et 3 îlots d'interdits. Le principe, c'est la liberté, et l'exception, les 3 exceptions, sont les domaines dans lesquels la loi, et ça ne peut être que la loi, fixe des interdits. Liberté sexuelle, sauf 3 interdits que je cite rapidement, tout ce qui est imposé au corps d'une personne par une forme de violence physique ou morale, viol, agression, atteinte, on va en parler parce que le milieu du handicap connaît des infractions sexuelles faites au corps de la victime. Deuxième domaine d'interdit, des faits, des gestes ou des spectacles qui sont imposés non pas au corps, mais au psychisme, à la liberté de l'individu, mais sans toucher à son corps, harcèlement sexuel, exhibition sexuelle, outrage, on en parle également puisqu'il peut y avoir des cas dans le domaine du handicap. Et puis, 3e îlot d'interdit, tout ce qui est, enfin pas tout, mais certains actes périphériques à la prostitution. On parlera de proxénétisme, on parlera de la loi de 2016 sur le client de la prostitution, parce que là encore, ça a une résonance dans le domaine du handicap. 3 îlots d'interdit, les actes imposés au corps d'une victime, les actes imposés à son cerveau, et les actes qui sont périphériques à la prostitution. En dehors de ces îlots, le principe, c'est celui de la liberté sexuelle. Ça veut dire quoi, liberté sexuelle? C'est liberté d'avoir une sexualité ou pas. On n'est pas non plus... Il y a des injonctions aujourd'hui très médiatiques d'avoir une sexualité épanouie, etc. Mais il y a des gens qui sont asexuels. Liberté d'avoir une sexualité ou pas, d'avoir une sexualité solitaire. Et évidemment, on parlera de cette question, et elle se pose dans le milieu du handicap, de la masturbation et éventuellement de l'aide ou des moyens ou des outils, etc. J'ai noté ce matin avec le psychiatre qu'il fallait questionner l'efficience de la masturbation. Je ne comprends pas tous les mots, mais il faudra qu'il me fasse peut-être un dessin. Liberté d'avoir une sexualité tout seul, ou à 2, ou à 3, ou à 12, ou à 60, homo ou hétéro, avec 5 fruits et légumes par jour. Il n'y a pas de limite légale, dès lors que ce n'est pas imposé au corps, que ce n'est pas imposé au psychisme, que ce n'est pas un acte périphérique tel que défini par la loi. Liberté sexuelle. Avec ce rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette liberté sexuelle, elle est valable pour les valides dans l'univers de la vie civile, dirait-on. Elle est valable pour les personnes en situation de handicap dans les domiciles privés, les lieux privés, dans les institutions. En France, notre logique par rapport aux institutions, c'est que la liberté sexuelle ne s'arrête pas à la porte des hôpitaux, on nous l'a dit dans l'affaire de Cadillac, mais pas non plus à la porte de l'usine, du bureau ou du palais des congrès de Marseille. Je suis en train de laisser des perspectives à certains, ils disent « Ah, il reste encore 1 jour et demi, etc. »
Je dis bien en France parce que c'est une logique qui n'est pas partagée par tous les pays du monde. On a d'autres systèmes, le système anglo-saxon en particulier, aux États-Unis, au Canada, en Australie, entend légalement, c'est leur régime juridique, asexuer certains établissements, certaines zones. Dans la législation américaine ou canadienne, on laisse sa libido au vestiaire en arrivant, parce que dans l'usine, dans l'entreprise, dans l'hôpital, etc., il y a des textes qui proscrivent absolument toute forme de sexualité, et s'il y a acte, il pourra y avoir sanction. En France, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas cette logique d'asexualisation de lieux, d'institutions ou d'établissements. Liberté sexuelle, qui va donc être exercée par chacun d'entre nous, valide ou pas, dans son univers, dans son environnement, en fonction de ses talents, de ses appétits, de ses opportunités, etc., de ses désirs. C'est quelque chose qui n'intéresse pas le droit tant qu'on ne rentre pas dans les 3 domaines interdits. Chacun fait comme il veut, avec d'ailleurs une tendance historique dans les années 1970-80 à l'élargissement de cette liberté sexuelle par suppression de certains interdits. Je rappelle juste, par exemple, c'est pas si vieux que ça, 1975, dépénalisation de l'adultère. Jusqu'en 1975, le fait pour quelqu'un qui est marié d'avoir des activités sexuelles avec un autre que son conjoint est un délit pénal. Il peut y avoir plainte, la police peut venir constater, etc. Il peut y avoir des conséquences pénales. En 1975, on arrête, le Parlement dit, on dépénalise. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'interdit pénal en matière d'adultère. Là encore, des perspectives pour le reste du colloque, etc. Donc, je viens aux 3 interdits et à leur application dans le domaine, bien sûr, du handicap, puisque c'est ça qui est important, où se situer pour être du bon côté, du côté du permis et pas du côté de l'interdit. Quelques mots rapidement sur les infractions faites au corps, viol, agression et atteinte sexuelle. Viol, définition juridique du viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise. Il faut, pour qu'il y ait viol, qu'il y ait un acte de pénétration sexuelle, quel qu'il soit. Bien évidemment, il y a eu une évolution de la définition, puisque auparavant c'était uniquement la pénétration vaginale par un pénis masculin. Désormais, depuis 1980, c'est tout acte de pénétration sexuelle. Bien évidemment, ça va concerner aussi des pénétrations anales, buccales, pénétration digitale par le doigt, etc. Tous ces actes, dès lors qu'il y a pénétration d'une cavité naturelle du corps, ça peut remplir la définition, combler la définition du viol. Et il faut que cette pénétration ait été imposée à la volonté de la victime, soit par la violence physique, les coups pour faire céder une victime à un acte de pénétration, soit par la violence morale, contrainte ou menace, par une pression irrésistible sur son discernement et sa liberté de dire oui ou non, soit, dernier élément, par surprise, viol par surprise. Quand on parle du viol par surprise aux étudiants en droit, ça ricane généralement en disant « c'est quoi la surprise ? Coucou, t'es déjà là, je t'avais pas vu venir, etc. » Non, la surprise au sens juridique, c'est au sens de surprendre, c'est-à-dire contourner. Contourner, le viol par surprise, c'est la pénétration sexuelle d'une personne qui n'était pas à même de dire oui ou non, qui n'était pas à même d'exprimer un consentement, puisqu'elle était à cet instant-là dans une situation de non-lucidité. C'est la personne ivre, la personne dans le coma, la personne anesthésiée, etc., qui est hors d'état de dire oui ou non, puisqu'elle ne peut pas manifester son discernement. C'est également un viol. Et on a vu récemment, aux États-Unis, par exemple, une femme dans un état végétatif depuis 10 ans être enceinte. Quand on a constaté qu'elle était enceinte, on pouvait ipso facto en déduire qu'elle avait été violée, puisqu'elle est hors d'état de manifester oui ou non à une pénétration sexuelle depuis 10 ans. Donc il n'y a pas de doute, c'est un viol au sens juridique du terme. Viol, peine encourue, 15 ans minimum de réclusion devant la cour d'assises. Quand je dis minimum, c'est 15 ans encourus devant la cour d'assises, avec des circonstances aggravantes. Si c'est un viol sur une personne vulnérable, ça sera 20 ans. Si c'est en réunion ou accompagné d'une arme ou avec des actes de torture, alors on va augmenter les pénalités jusqu'à 30 ans, voire perpétuité.
c'est les peines encourues. Est-ce qu'une personne en situation de handicap peut être violée? Évidemment oui, malheureusement oui. Est-ce qu'une personne en situation de handicap peut être auteur d'un viol? Évidemment oui. Est-ce que ça peut être les deux en même temps? Et malheureusement oui, il peut y avoir dans le milieu institutionnel des viols commis par une personne, par un résident sur un autre. C'est bien évidemment quelque chose qui sera traité par la justice en tenant compte des parcours individuels, mais la personne en situation de handicap est bien évidemment pénalement responsable de ses actes et devra répondre. Sauf si on est vraiment aux confins, enfin largement au-delà de la psychiatrie, mais je ne rentre pas dans le détail. Agression sexuelle, qu'est-ce qu'une agression sexuelle au sens pénal? Eh bien, c'est un contact sexuel imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, mais sans pénétration. Contact sexuel sans pénétration. On pense bien évidemment à des comportements de caresses imposées, de mains aux fesses, de mains sur les seins, de prise de la main de la victime pour se frotter, etc. Les frotteurs du métro, on en a parlé l'an dernier, les frotteurs du métro, quel scandale, etc. Que fait la loi? La loi, elle dit juste, c'est une agression sexuelle. Le frotteur du métro, il y a contact, même s'il y a encore tissu, obstacle, et qu'il ne touche pas forcément la peau de la victime, mais il y a contact avec le corps, c'est une agression sexuelle, c'est 7 ans d'emprisonnement pour l'hypothèse où il est déclaré coupable. Est-ce qu'il y a des agressions sexuelles dans le milieu du handicap? Évidemment oui, évidemment oui. Plusieurs auteurs en traitent. Il y a même, je dirais, un risque plus élevé, et en particulier pour les femmes en milieu de handicap, d'être victimes d'agressions sexuelles, de l'environnement, des autres résidents, mais aussi du personnel, ou des visiteurs, ou du milieu familial. C'est malheureusement une situation dont on parle peu, même si la semaine dernière, lors de la semaine de l'autisme, on a reparlé justement du problème de la non-perception des situations à risque par les personnes en situation d'autisme. Enfin, l'atteinte sexuelle est une infraction qui se commet sans violence, contrainte, menace ou surprise, sans violence, ni physique ni morale, mais qui concerne les mineurs. Victime mineur de moins de 15 ans, qui peut être l'objet, ce mineur de moins de 15 ans, d'une atteinte sexuelle, ce qui est un délit pénal, s'il y a rapprochement sexuel, quel qu'il soit, avec un majeur. Toute relation sexuelle, quelle qu'elle soit, avec ou sans pénétration, entre un majeur et un moins de 15 ans, est un délit d'atteinte sexuelle, punissable de 5 ans d'emprisonnement. Aucun doute là-dessus. C'est pour ça qu'en dessous de 15 ans, au-dessus de 15 ans, on dit qu'il y a une sorte de pré-majorité sexuelle, puisque c'est l'âge qui déclenche la possibilité pour les ados d'avoir une sexualité, y compris avec des majeurs. C'est la notion d'atteinte. J'en fais pas plus. Sur ce premier bloc, il y aura peut-être des questions tout à l'heure, tout ce qui est imposé au corps, mais aussi tout ce qui est imposé au psychisme de la victime sans contact. Et je cite, parce qu'on n'a pas le temps de le détailler, mais il faudrait parler du harcèlement sexuel. Bien sûr qu'il peut y avoir du harcèlement sexuel dans le milieu du handicap, mais il y a aussi l'exhibition sexuelle, le fait d'imposer au regard d'autrui des scènes ou des activités de nature sexuelle, et il y en a aussi dans le milieu du handicap, dans les deux sens. Des personnes en situation de handicap qui s'exhibent auprès des résidents ou des tiers ou des visiteurs, mais aussi des individus qui vont s'exhiber au-devant de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas fuir ou éviter ce contact visuel. Donc il y a tout ce qui est imposé, auquel cas on pourrait rajouter aussi, histoire juste de la notion d'outrage sexiste, qui a été rajoutée par la loi du 3 août 2018. La notion d'outrage sexiste est particulièrement floue et elle a fait l'objet d'un certain nombre de discussions devant le Parlement. Je ne l'ai pas sous les yeux, donc c'est pas grave. Je vous donnerai ça si vous le voulez. J'ai dans un autre document. L'outrage sexiste, c'est le fait d'imposer à autrui un comportement qui porte atteinte à sa dignité ou crée une ambiance pesante à connotation sexuelle. C'est un des apports de cette loi Schiappa, et donc, bien évidemment, c'est une question qui se pose en permanence. Est-ce qu'on peut siffler une fille dans la rue? Est-ce que c'est un outrage sexiste? Klaxonner? Je ne rentre pas dans ce détail. Mais j'aborde, puisqu'on me dit qu'il me reste que 5 minutes, le troisième domaine, les infractions périphériques à la prostitution telles qu'elles sont interdites par le droit pénal aujourd'hui, en commençant par le point essentiel, est-ce que la prostitution est interdite? Est-ce qu'en France, c'est une infraction pénale que de se prostituer? La réponse est non.
Il n'y a aucun texte prohibant la prostitution. Depuis 1946, il n'y a plus de loi sur la prostitution. Donc, tout ce qui n'est pas puni par la loi ne saurait être interdit. En France, le fait de monnayer ses faveurs sexuelles n'est pas une infraction, ça n'est pas un interdit juridique. Moral, éthique, chacun pensera ce qu'il veut, mais juridique, non. En revanche, sont interdits deux comportements périphériques. Le proxénétisme, qui consiste à pousser quelqu'un à se prostituer ou à profiter des produits de la prostitution d'autrui ou à faire l'intermédiaire entre un client et une personne qui se prostitue, proxénétisme par entremise. Autre comportement punissable depuis 2016, c'est un des apports de la loi créée le 13 avril 2016, désormais, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle à une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. C'est cette fameuse pénalisation des clients de la prostitution qui encourt aujourd'hui une amende de 1 500 €. Quel rapport avec notre sujet ? Quel rapport avec le thème d'aujourd'hui ? Le rapport, c'est bien évidemment la question de l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap, que certains appellent assistance. J'aime pas trop le mot, puisque l'assistance crée une asymétrie entre un assisté et un assistant, alors que l'accompagnement suppose que deux individus font un bout de chemin à un moment ou à un autre sur le même chemin, mais chacun utilisera le mot qu'il veut, puisque la loi n'en parle pas pour l'instant. La loi n'en parle pas. Deux questions, je fais les questions et les réponses, comme ça on gagne du temps. Deux questions sur l'accompagnement sexuel. Un, est-ce que c'est de la prostitution ? L'accompagnement sexuel des personnes handicapées. Deux, est-ce que c'est interdit ? À la première question, est-ce que l'accompagnement sexuel, c'est de la prostitution ? Je réponds oui, si c'est rémunéré. Parce que la définition juridique de la prostitution que la Cour de cassation a validée régulièrement, c'est que pour qu'il y ait un acte de prostitution au sens juridique, il faut 3 conditions. Il faut un contact sexuel, un contact physique. Il faut un contact physique. S'il n'y a pas contact physique, ça ne peut pas être de la prostitution. Danse lascive, pipe show, actrice porno, ce n'est pas de la prostitution, il n'y a pas contact avec un client. Il faut un contact, il faut une rémunération, et il faut que ce soit contact avec rémunération dans un but de satisfaction sexuelle. Dans ce cas-là, il y a prostitution. Et alors, il y a prostitution. Juridiquement, je l'ai dit, je le répète, ça n'est pas interdit. En revanche, pour le proxénète, qui a poussé à ça, ou qui profite de ça, ou qui fait l'intermédiaire, il y a délit pénal punissable de 7 ans de prison. On en revient à la question de l'accompagnement sexuel. Est-ce de la prostitution ? Juridiquement, oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Lorsque quelqu'un, moyennant finance, va se livrer à des actes de contact physique à la demande d'une personne en situation de handicap, dans un but de satisfaction sexuelle, quel que soit le type d'acte, il n'est pas nécessaire qu'il y ait pénétration, etc. On revient à la masturbation, par exemple. Donner à l'individu les moyens de se masturber seul, c'est pas de la prostitution, mais le masturber, moyennant rémunération, c'est un acte de prostitution. S'il n'y a pas rémunération, c'est de la morale, mais c'est pas du droit. Je rappelle la chanson de Brassens, « Gloire à la bonne sœur qui, par des temps pas très chauds, a dégelé dans sa main le pénis du manchot ». La bonne sœur se fait pas payer. On peut parler de morale. Est-ce que c'est de la débauche ? Est-ce que c'est du vice ? J'en sais rien. C'est pas du droit. Juridiquement, il n'y a rien à dire. Majeur consentant, rien à dire. Si elle se fait payer, la bonne sœur, alors là, c'est de la prostitution. Le mot est un peu connoté, prostitution, les accompagnants ont du mal avec ce mot, ils préféraient qu'on utilise... Mais il y a plein de gens qui préfèrent d'autres mots, je ne suis pas prostituée, je suis escorte, je suis accompagnant, je suis courtisane ou courtisan. Appelez ça comme vous voulez, juridiquement, c'est de la prostitution. Est-ce que c'est interdit ? Non, puisque la prostitution n'est pas interdite. En revanche, 2 éléments dans le domaine du handicap et une phrase de conclusion, parce que je crois que je suis au bout de mon créneau. Dans le milieu du handicap, 2 choses. Depuis la loi du 13 avril 2016 qui incrimine et pénalise le client de la prostitution, le client, ou la personne en situation de handicap qui sollicite, que ce soit sur un trottoir de la ville de Marseille ou par quelque moyen que ce soit, un individu qui vient prodiguer des contacts sexuels moyennant rémunération dans un but de satisfaction sexuelle, ce client, aujourd'hui, est auteur d'une contravention, la 5e classe. Auteur d'une contravention à la 5e classe. Donc, dans l'absolu, il pourrait être poursuivi. Dans l'absolu, il pourrait être condamné à une peine d'amende. Je dis bien dans l'absolu parce que, techniquement, aujourd'hui,
s'il y a eu quelques poursuites, quelques verbalisations dans la prostitution de rue, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, depuis 2016, une seule personne en situation de handicap qui ait été verbalisée. Deuxième conséquence, dans le milieu du handicap, puis une citation de conclusion. Deuxième conséquence, au sujet de l'accompagnement sexuel comme étant non pas la panacée, mais une possibilité que certains prônent et veulent mettre en œuvre pour répondre à certaines des questions, et bien sûr pas à toutes, en matière de libido et de désir des personnes en situation de handicap, il y a deux logiques. Il y a une première logique qui continue à exister, mais qui est vouée à l'échec, qui consiste à se dire il faut se battre pour qu'un jour la loi change en France et créer un statut d'accompagnant sexuel. Oui, pourquoi pas, mais c'est se battre contre des moulins, parce que jamais ça se fera, ou dans 1000 ans. Il y a une autre technique, qui a été choisie par une association que vous connaissez, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine, qui est l'APAS, l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, présidée par Marcel Nuss, qui est la figure de proue de ce combat. L'APAS a décidé, plutôt que d'attendre que la loi change, d'appliquer cette formule de Montesquieu. On ne change pas les mœurs par la loi, commençons par changer les mœurs. La loi viendra après. L'APAS, Association donc, pour la promotion de l'accompagnement, a décidé de former les accompagnants. Il y a eu un dernier stage il y a 15 jours, etc. C'est le 5e ou le 6e. Et surtout de faire de la mise en relation entre personnes qui demandent des contacts d'accompagnement sexuel et une offre solvable. On a une association qui a décidé, qui assume, qui le dit dans des écrits, dans la presse, etc., qui fait du proxénétisme par entremise. Et ce, depuis 2013. En tant qu'association, et son président Marcel Nuss, juridiquement, sont des délinquants, des proxénètes bénévoles, mais proxénètes quand même aux yeux de la loi. Marcel Nuss risque 7 ans de prison. Pour l'heure, aucun procureur en France, alors qu'il assume à longueur de conférence faire du proxénétisme, n'a entendu le poursuivre. Comme quoi, l'hypocrisie à la française sur les questions de sexe reste permanente. Une citation pour finir, sinon je vais recevoir des cailloux, etc. Non, pas de fessée, parce que ça pourrait être ambigu dans le... La citation que j'aime bien, c'est celle de, parce qu'elle me semble particulièrement vraie pour tout le monde, mais surtout dans le milieu du handicap, Samuel Henney, le prix Nobel de poésie irlandais, dit « Quand notre sexualité est réussie, elle occupe 3% de notre temps. Mais quand elle est ratée, elle occupe 97% de nos préoccupations. » Merci. Ça va être difficile, hein, après un exposé aussi brillant. Avec, de toute façon, pour ce qui me concerne, une ambition moindre, non pas de balayer ce que le droit dit, mais dans son prolongement, de soulever effectivement un certain nombre de questions à la fois éthiques, parfois morales, mais surtout organisationnelles et institutionnelles que pose le sujet qui nous intéresse, à savoir la vie amoureuse et sexuelle des personnes accueillies. Alors, mon propos va avoir lieu dans le cadre se place dans le contexte du tout frais rapport de l'ONU qui a été rappelé hier, qui nous enjoint de fermer les établissements, tous les établissements, perçus comme étant nécessairement une mise à l'écart des personnes handicapées, perçus comme forcément paternalistes et d'un paternalisme mutilant, et qui se traduirait leur existence même par des discriminations à l'égard des résidents. Donc, ce contexte où, par définition, un bon établissement n'existe pas, selon la rapporteuse de l'ONU. Je vais essayer, moi, de me placer dans la situation où, plutôt, l'idée qu'on peut défendre une société inclusive, on peut la vouloir, et on en est fort loin, en France, tout en pensant qu'il s'agit peut-être moins de fermer les établissements que de les aider à se transformer, et que déjà, beaucoup de ferments d'une transformation qui fait que certains établissements peuvent être considérés comme inclusifs, même si ça peut paraître un paradoxe, sont déjà présents, et je les vois, moi, régulièrement dans le travail d'accompagnement que dans ma fonction je fais d'équipe autour des questions de vie affective et sexuelle. Je pense d'ailleurs que cette idée de non pas fermer les établissements, mais plutôt les transformer, on la voyait présente en 2017 dans une lettre qui était restée assez célèbre, une lettre ouverte du groupe Polyhandicap France, en octobre 2017, juste après les propos de la rapporteure de l'ONU qui avait fait tant de bruit. Sur le terrain qui nous intéresse de la vie intime des personnes accompagnées,
On peut en tout cas montrer qu'il y a des établissements qui ne sont pas dans le déni de la vie amoureuse et sexuelle des personnes accueillies, qui ne sont pas dans des surprotections entravantes à leur égard. Il y en a qui le sont. Mais il y en a qui ne sont pas, ce n'est pas une fatalité. Et ces établissements peuvent être considérés comme constituant des lieux de vie valables à certaines conditions. Et effectivement, des conditions qui ne sont pas forcément toujours faciles à obtenir dans un établissement. Donc mon intervention va porter sur la manière de développer le pouvoir d'agir en matière de vie amoureuse et sexuelle de personnes ayant des vulnérabilités importantes, c'est-à-dire que ne les ayant pas forcément juridiquement et en permanence, mais les ayant de fait dans bon nombre de contextes, et parfois des vulnérabilités faisant que voilà, ils ne sont pas en mesure de décrypter une offre dans le terrain amoureux qui leur est faite, de la voir venir, de s'y positionner, de répondre ou de réagir s'ils ne la souhaitent pas. Et donc, ces vulnérabilités qui peuvent être psychiques, physiques ou sociales, et parfois plusieurs de celles-là, et qui sont dans des foyers en tout genre, puisqu'il y a quand même d'énormes différences entre ce que peut être un foyer de vie, ce que peut être une masse, et à l'intérieur d'entre elles, il y a aussi d'énormes différences dans les publics qu'elles reçoivent. Et je pense que si je reviens un instant à la question de la position de la rapporteuse de l'ONU, s'il n'y a pas de bons établissements, précise-t-elle, c'est parce qu'ils imposent tous, là je la cite, ils imposent tous un mode d'existence qui limite les possibilités de vivre une vie agréable sur la base de l'égalité avec les autres. Alors, je pense qu'on serait sans doute assez facilement d'accord sur le fait que le fait de disposer d'une vie intime, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit les deux, participe d'une vie agréable. Constitue même sans doute le sel de la vie, donc c'est même encore plus que le agréable, c'est peut-être l'indispensable pour nombre d'entre nous, même si elle peut aussi confronter cette vie amoureuse et sexuelle à des choses pas agréables du tout, le chagrin, la jalousie, la déception, enfin, donc la vie affective et sexuelle, elle est loin de confronter qu'à de l'agréable dans sa nature même, et peut-être que le désagréable peut être aussi la rançon de bien des choses agréables. Donc c'est une approche qui peut questionner un peu de dire que l'établissement ne procurerait pas une vie agréable et que ça serait l'objet de sa condamnation. Il existe beaucoup d'obstacles à la possibilité d'accéder à une intimité véritable pour des personnes lourdement handicapées, que ça soit hors ou dans les établissements. Pour développer une politique institutionnelle en faveur de la possibilité d'une vie amoureuse et sexuelle des personnes handicapées, donc de la possibilité, revient à la question non pas du droit à la sexualité comme vous l'évoquiez, mais de la liberté qu'elle soit possible et qu'elle soit dans les formes qui conviennent aux personnes concernées. Donc développer une politique institutionnelle en faveur de la possibilité d'une vie amoureuse et sexuelle des personnes accompagnées, par des établissements accueillant des personnes ayant des déficiences importantes, suppose d'arriver à instaurer un cadre clair et cohérent, et un cadre qui ne reste pas lointain et théorique, mais qui se diffuse dans les ramifications de la pratique quotidienne. Ça va supposer que soient construits des repères, si possible évidemment collectivement, ça ne sert à rien de les construire dans un coin de bureau ou dans un staff de direction, ça n'irrigue pas les pratiques professionnelles. Donc une construction vraiment par les équipes, et au-delà des équipes des professionnels d'accompagnement, qu'ils soient soignants ou à profil plutôt éducatif des personnes, ça concerne aussi les gens qui ont des fonctions administratives ou logistiques dans des structures, je pense aux personnes d'entretien, éventuelles lingères ou autres, qui, sur ces questions de vie affective et sexuelle, dans la mesure où elles vont traiter le linge, dans la mesure où elles vont traiter de l'entretien de certains espaces, vont être confrontées à des éléments de ces vies affectives et sexuelles qui font qu'elles ne sont pas à considérer comme étant à part de cette culture collective qu'il importe de développer dans les structures. Ces repères collectivement construits se déclinent habituellement, en tout cas c'est souhaitable que ça soit le cas, dans principaux écrits qui organisent les pratiques en fixant des repères et des modalités aussi, et des moyens pour qu'ils existent. Ces principaux étant bien sûr le projet d'établissement lui-même,
le règlement de fonctionnement, et puis aussi les contrats de séjour et les projets personnalisés. Je m'en tiens aux principaux. Pour ce qui concerne les documents généraux, le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement, il va y avoir un certain nombre d'orientations à déduire et à consigner dans ces documents, à déduire à la fois des repères juridiques qui cadrent les responsabilités dans le domaine de la vie amoureuse et sexuelle, à déduire aussi de la connaissance de la vie amoureuse et sexuelle, je dirais de la connaissance pour tout un chacun, et de l'importance de l'environnement pour qu'elle puisse se déployer, et à déduire d'éléments cliniques plus précis qui concernent les spécificités du public accueilli. Et tout ça donc nécessite un solide travail collectif pour que chacun de ces trois éléments soit tissé, le juridique, le clinique spécifique au public et les éléments de la vie amoureuse et sexuelle, de son développement ou de ses entraves possibles, valables pour tout un chacun et valables pour eux aussi. Ça suscite un solide travail collectif, ça nécessite aussi une puissante volonté politique, des cadres tout particulièrement, dans la mesure où travailler ces questions-là sur la vie affective et sexuelle, c'est forcément se poser des questions dérangeantes, hein, ça a été dit en introduction, c'est ne pas écarter les questions difficiles, toujours impliquantes, parce qu'elles soulèvent tout un ensemble de représentations héritées de nos systèmes de valeurs, de nos expériences personnelles, héritées de des émotions, qui ont toutes les chances de ne pas être partagées spontanément dans une même équipe, surtout si on fait ce travail collectif à l'échelle de l'ensemble d'une équipe, de l'ensemble des professionnels, puisque selon notre genre, notre culture, notre bagage culturel, nos expériences, notre milieu d'origine, etc., nous véhiculons sans doute toute une série de représentations sur ce qu'est la sexualité ou ce qu'elle devrait être, et qui sont plutôt du côté de la morale, du bien ou du mal, du souhaitable ou du non souhaitable aussi, qui n'ont aucune raison de s'accorder spontanément. Et si on n'en discute pas, elles ont de bonnes raisons de venir s'opposer, soit frontalement, soit plus indirectement par « Oula, c'est compliqué, on passe son chemin et on passe à autre chose ». Et c'est quand même ce qu'on observe beaucoup dans les équipes qui tentent d'aborder ces questions-là, mais sous-estiment les effets des représentations contradictoires et la force dérangeante de ces représentations qui, si elles ne sont pas traitées, font retour, quelquefois discrètement, mais par des empêchements à penser les choses, ou des projets qui avortent, ou des choses qui n'aboutissent pas, alors que l'intention initiale était tout à fait intéressante du point de vue de ce qu'elle pourrait apporter. Alors, pour ce qui concerne les documents spécifiques, pas aussi généraux que le projet d'établissement ou le règlement de fonctionnement. Les documents spécifiques tels que le projet personnalisé, le projet qu'une équipe construit pour et avec la personne et à partir de les aspirations de qu'on appelle le projet de vie, hein, donc de ses attentes et de ses souhaits, eh bien, là, il va falloir compter sur trois choses. C'est presque des évidences de rappeler, et je suppose que ça fait partie des pratiques habituelles qui sont les vôtres, mais quand même de rappeler que ces trois choses-là qui sont là pour le coup aussi à nouer, qui est à la fois l'observation attentive des comportements spontanés de la personne dans le domaine de sa vie amoureuse et sexuelle, et une observation attentive de ces comportements en capacité d'avoir une approche large de ce qu'est l'amour et le sexuel, de ce qu'est aimer ou avoir quelque chose d'un comportement de l'ordre de la sexualité, et donc ne pas réduire les choses à la relation amoureuse normée, c'est-à-dire celle qui passerait par les représentations basiques que nous en avons habituellement. Hein. Je pense par exemple à l'ampleur des relations de duo qui peuvent se créer dans les structures entre les jeux d'affinité de deux personnes, par exemple, handicapées, qui n'ont rien à voir avec des relations de couple, mais qui sont pourtant bien des relations où quelque chose de l'ordre de l'aimer, d'une affinité élective et de sentiments se joue, et pourtant la catégorie couple ne va être tout à fait impropre à la décrire.
De même, sur le plan de la sexualité elle-même, si on est un peu trop dans une approche à ramener la sexualité à la génitalité, on va passer à côté de choses qui sont des observés utiles pour comprendre ce que la personne, là où elle en est, de cette question-là, là où sa libido trouve à s'exprimer à un moment donné. Et donc de rappeler l'importance de ne pas ramener la sexualité à une pure génitalité, donc la mise en œuvre des organes génitaux, mais bien plus largement à questionner les éléments de sa sensualité qui donnent à voir sa capacité à prendre du plaisir, y compris les plaisirs du registre oral ou anal. Donc l'observation attentive des comportements spontanés de la personne. À côté de ça, et parce qu'on ne peut pas s'en tenir qu'à l'observation qu'elle donne à voir, il y a tout le travail de la sollicitation de la personne dans des dispositifs adéquats à ses capacités de communication, adéquats à ce qu'elle semble vouloir bien nous en dire aussi, hein, sur ce terrain si intime, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour l'aider à exprimer ses aspirations sur l'ensemble de son projet de vie, mais tout particulièrement sur cette question de sa vie amoureuse et sexuelle, les attentes qu'elle peut avoir en matière d'aide dans ce domaine-là, ou qu'elle pourrait ne pas du tout avoir, en ne voulant pas qu'on s'en mêle. Le troisième élément de cette dimension du projet personnel, du projet personnalisé, c'est l'analyse de ses besoins et la construction de réponses adaptées, bien sûr. Observation de ses comportements spontanés, sollicitation de ce qu'elle peut ou arrive à nous en signifier, de ses attentes et besoins, et l'analyse de ses besoins, l'analyse pluriprofessionnelle nécessairement, et la construction de réponses adaptées qui vont être l'échelle fine des réponses, alors que d'autres réponses auront été pensées de manière plus générale à l'échelle du projet d'établissement. Donc je vais revenir à ce qui me paraît faire la qualité des démarches d'établissement telles que je les appréhende, hein, et bien entendu à soumettre à la discussion, dans ce qui me semble devoir relever du projet d'établissement, c'est-à-dire être proposé à tous les résidents, et de ce qui correspond beaucoup plus à des démarches de besoins spécifiques, singuliers, qu'on peut connaître pour l'un ou pour l'autre, mais pas forcément pour tous. Bien entendu, s'agissant de la dimension du projet personnalisé, sa singularité et sa souplesse nous permet, nous autorise, nous encourage même à ce qu'on soit dans des logiques de réajustement régulier, qui puissent permettre de revenir sur les choix que la personne a faits, par exemple dans son projet de vie, et qu'éventuellement elle regrette, parce que elle peut les reconsidérer à la lueur de l'expérience. Je pense que la vie amoureuse nous fait beaucoup circuler dans je crois souhaiter ça, mais je me rends compte que c'est peut-être pas là ce qui me satisfait le plus, et donc que cette même latitude que nous nous accordons à nous-mêmes dans nos vies amoureuses puisse exister aussi dans finalement des expérimentations et des machines arrière, si besoin. Et pareil pour les solutions qu'on met en place pour chercher à l'aider. Ces solutions sont parfois de l'ordre du tâtonnement. On essaie quelque chose, on tente un truc et on essaie de voir, on surveille. Et là, il faut pouvoir faire preuve d'une certaine créativité, mais aussi d'une réactivité pour changer quand la solution ne marche pas, ne paraît pas convenir, en tout cas à cette personne-là, à un moment donné. Qu'elle soit à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle, la réflexion institutionnelle sur la vie amoureuse et sexuelle, je m'excuse de mes hésitations sur vie affective ou sexuelle, ou amoureuse et sexuelle, je voudrais pouvoir toujours dire amoureuse, mais le pli a été pris dans notre secteur de beaucoup dire vie affective et sexuelle. Là, délibérément, c'est le mot amoureuse que je veux utiliser, puisque la vie affective est beaucoup plus large que ce qui nous intéresse là, hein, donc la vie avec leur fratrie, avec leur famille, entre leurs pères, qui n'est pas nécessairement une vie amoureuse. Donc, c'est bien de la vie amoureuse dont je parle, exclusivement, et pas toute la vie affective. Et je trouve ça dommage que ça soit ce terme vie affective et sexuelle, et que parfois son acronyme VAS qui soit retenu, ça me paraît un petit peu décalé. Comme si c'était plus difficile de nommer l'amour. Voilà. Donc je disais que ça soit à l'échelle collective ou individuelle, la réflexion institutionnelle, elle passe par ce travail sur les représentations des personnels, celle des familles aussi, et celle des personnes accompagnées
elles-mêmes, puisque dans leurs histoires, dans leurs héritages de vie, elles ont souvent à l'égard de la sexualité des héritages complexes sur de l'interdit, de la chose qu'on ne peut pas penser, de la chose qui serait sale, de la chose qui serait des éléments de culpabilité qui viennent plus spécifiquement s'ajouter chez elles à ce qui peut en être pour tout un chacun. Je reviens aux éléments généraux des projets d'établissement et des règlements de fonctionnement. Et je disais tout à l'heure que le cadre juridique en est une des pierres fondatrices. Donc c'est très intéressant qu'a été rappelé tout à l'heure et si brillamment l'importance de la connaissance du cadre juridique qui régit cette question pour permettre la réflexion des directions et des équipes sur leurs responsabilités spécifiques dans ce domaine. Pour ma part, je trouve que dans ces éléments juridiques, il y a une attention particulière à avoir à la crainte, à avoir à ne pas surestimer la responsabilité, notamment la responsabilité pénale, et de situer la responsabilité des professionnels sur un terrain plus large, notamment parce que plus large et quelquefois au bon endroit, et pas simplement du côté du pénal, puisqu'il existe une responsabilité à entraver la liberté d'agir, dont l'usager aurait matière à se plaindre. Évidemment, il ne saisit pas beaucoup les tribunaux et les familles pas beaucoup non plus, mais dont il aurait matière à se plaindre, autant qu'une responsabilité à laisser vivre sa vie affective et amoureuse et sexuelle comme il l'entend. Or, c'est plus souvent l'inquiétude que j'entends de la part des cadres, et plus souvent de « ah, si je laisse faire, qu'est-ce que je risque ?» plutôt que « si j'entrave, qu'est-ce que je risque ?» ou qu'est-ce que je risque au sens de dans quelle entrave à la loi je suis de trop restreindre l'attitude quant à réaliser cette liberté de vie sexuelle. Bien sûr, on va forcément encourager à ce que le règlement de fonctionnement soit le garant des libertés fondamentales. Et dans le champ de ce qui concerne la vie amoureuse et sexuelle, l'élément majeur va être la véritable garantie d'un espace privatif, de la mise à disposition d'un espace privatif. On peut évoquer à ce sujet ce qui a été évoqué hier après-midi, en introduction, je ne sais plus à quel moment, sur l'idée d'une logique domiciliaire qu'on retrouve dans un certain nombre de textes, par exemple de la CNSA sur la logique d'inclusion, c'est-à-dire l'idée que les établissements doivent être en mesure de s'inscrire autour de cette idée de logique domiciliaire, que la personne accueillie se voit reconnaître l'ensemble des droits, dont la possibilité d'une vie affective fondée sur ses préférences, avec une organisation, et c'est là toute la difficulté dans un collectif, avec une organisation qui n'a pas, sauf exception, à peser sur ses choix. Ainsi, le lieu de vie doit constituer un chez-soi où la personne doit avoir la possibilité de fumer, de se meubler, de fermer à clé son domicile, d'avoir des animaux domestiques et de recevoir qui elle souhaite, quand elle en a envie et pour y faire ce qu'elle souhaite. Un établissement inclusif serait, de ce point de vue-là, celui qui offre un cadre ouvert sur l'extérieur avec des modalités d'accompagnement qui permettent aux personnes d'avoir cet espace privatif et d'avoir aussi une liberté d'aller et venir, de recevoir, voire d'inviter, voire de cohabiter avec les personnes de leur choix, y compris des partenaires extérieurs. Bien sûr, tout ça pose d'énormes questions en termes d'application. Ça suppose déjà un dialogue entre les professionnels et les personnes accompagnées pour concilier les droits et libertés de chacun et éventuellement construire des cadres négociés sur, par exemple, des visites d'un partenaire extérieur. Dans les équipes que je suis amenée à suivre, on a parfois cette question de... je repense à une situation où une femme qui habite en femme, qui réside dans un femme, a rencontré un compagnon qui se trouve habité en masse. Et les deux établissements sont un peu distants. Pour elle, il est extrêmement difficile, concrètement, d'aller rendre visite pour un moment amoureux à son partenaire. Parce que, et les règles
dans l'établissement qui ne veulent pas que ça soit quelqu'un de l'extérieur, comme si la sexualité devait être que entre eux. Et les dispositifs concrets pour les emmener, il y a des particularités physiques qui font qu'il faut un véhicule particulier adapté, etc. Et l'absence d'accord entre les deux établissements fait que finalement ça ne se fait pas. Voilà, c'est de ce genre de situation dont il est question. Donc, l'impératif de veiller... Pardon. Oui, cette question du dialogue entre les professionnels et les personnes accompagnées, pour chercher à concilier les droits et libertés de chacun, pour éventuellement construire des cadres négociés pour trouver les meilleurs compromis entre les libertés de tout un chacun, et notamment la protection légitime de ceux qui seraient plus fragiles, pour éviter les atteintes au consentement, va conduire, mais immanquablement, je ne vois pas comment on peut faire l'économie de ça, au paradoxe de penser une sexualité sous surveillance dans les institutions. Or, précisément, la sexualité a besoin, pour se déployer, de l'intimité, d'être hors du regard d'autrui. Et pourtant, il est bien évident qu'il va falloir, dans certains cas, évaluer si c'est possible qu'un tiers soit présent sans porter atteinte, par exemple, sans constituer un risque pour d'autres résidents qui seraient... On connaît beaucoup ce problème-là aussi dans les EHPAD, qui sont concernés par ces questions des visites de partenaires. Un règlement de fonctionnement, ce n'est pas un ensemble de repères sur ce qu'il est possible ou non dans l'établissement. Ça peut être aussi des repères sur les attitudes du vivre ensemble, qui ouvrent à la question du consentement, bien au-delà du consentement à la vie amoureuse, mais pour ce qui nous concerne, dans le consentement aux actes amoureux. Par exemple, au-delà d'une chambre qui ferme, et dont le propriétaire, l'occupant en tout cas, ait une certaine maîtrise de cette fermeture, oui. C'est plus largement la question des rituels de franchissement de seuil auxquels on pourrait songer dans un établissement et dont on pourrait consigner des éléments dans un règlement de fonctionnement. Rituel de franchissement des seuils de proximité aux résidents, par le temps d'évoquer autour des notions, par exemple, de proxémie, ce que l'on sait de nos distances d'intimité et nos différentes enveloppes corporelles qui font que je peux vivre comme une agression, quelqu'un qui s'approche de trop près. S'il ne réalise pas un certain nombre de ces rituels qui vont me permettre de consentir ou non à cette approche, et un des objectifs que peut se fixer une institution par rapport à ces questions-là, et qui est très préventif par rapport à la question même de la possibilité d'une vie amoureuse et sexuelle, c'est le traitement de la question de la pudeur. C'est-à-dire faire en sorte que le règlement de fonctionnement soit pensé pour éviter d'être dans un détricotage d'une pudeur souvent fragile chez les personnes auxquelles on s'intéresse là. C'est Georges Bataille, il disait que la pudeur était la paupière du désir. C'est-à-dire la condition de possibilité du désir. Que quelque chose me paraisse avoir à être masqué à autrui parce que j'ai conscience qu'il suscite du désir ou qu'il me procure du plaisir, donc une zone érogène, c'est la condition de possibilité de maintenir l'érogénéité de cette gêne. Si ça devient quelque chose que je montre sans autre, j'en perds l'érogénéité. Or, c'est probablement ça qui, dans les publics qui nous intéressent là, est particulièrement fragile, puisque s'ils étaient par exemple, quand ils se promènent nus, sans autre forme de procès, dans un couloir ou en sortant d'une douche, ou ça, ou se masturbent en public c'est souvent que ils pourraient être dans la logique de l'impudeur, c'est-à-dire d'agir ce comportement exprès pour susciter du désir, du plaisir, de l'excitation chez autrui ou en eux-mêmes. Mais très souvent, c'est pas ça. On va être plutôt dans des comportements d'apudeur, au sens privatif, de pudeur qui ne s'est pas construite, ou de dépudeur, d'une pudeur qui s'est construite, comme pour vous et moi, a priori, au fil d'une vie, et très tôt dès l'enfance, et qui s'est détricotée dans des environnements institutionnels. Parce que promiscuité, parce que soin du corps permanent, parce que objet de soin, et donc très grande difficulté à érotiser un corps.
Et je pense que là, il y a dans des documents aussi généraux que ce que sont un projet, un règlement de fonctionnement, des choses à penser sur comment on organise les choses dans une institution, notamment autour des franchissements de seuil. Franchir un seuil, c'est franchir le seuil, par exemple, d'une chambre. Comment on le fait en y étant invité et non pas à la hussarde. Mais c'est aussi franchir le seuil, par exemple, dans un acte qui va demander un toucher, que ce soit pour la toilette ou que ce soit pour un soin. Et donc, les seuils qui vont consister à mobiliser quelque chose d'une parole, d'une gestuelle et d'un regard, d'une façon qui n'est pas anodine, pour demander l'autorisation à l'autre de le toucher. Demander. C'est rappeler que ça ne va pas de soi, que l'autre est à notre disposition pour faire sa toilette, à notre disposition pour faire un soin, aussi nécessaire soit-il. Et c'est ce rappel, ces précautions qui passent par des choses très fines, qui vont être nécessaires pour que l'institution soit globalement en capacité d'accueillir des vies amoureuses et sexuelles. Et que vont être aussi construites aussi les conditions de possibilité de consentement. C'est-à-dire une possibilité de dire oui ou dire non, ou une possibilité de dire oui à l'intérieur d'un non, ou non à l'intérieur d'un oui. Parce que, sans doute pour le juriste, le consentement c'est oui ou non. Oui, je suis d'accord avec ça du point de vue juridique, mais du point de vue de la relation amoureuse, le consentement, c'est souvent un oui qui peut contenir des non, c'est-à-dire je dis oui à un baiser, mais je ne veux pas forcément en coucher, ou je dis oui à coucher, mais pas forcément dans cette position-là, ou pas forcément avec cette lumière, ou pas forcément... Voilà. Donc c'est un oui qui contient encore des non possibles dans la série des actes ou dans le degré d'intimité. Et inversement, je peux aussi avoir un non qui n'est pas un non en bloc, mais qui est un non maintenant, ou non avec toi, ou non avec, mais qui n'est pas un non massif, et qui pourrait être un non qui évolue vers un oui dans si tu m'as compté fleurette, ou si tu m'as séduit, ou ça. Et du coup, cette dimension de la construction du consentement, qu'il aboutisse à un oui ou un non à la fin, mais elle est essentielle dans la question de la protection qui se pose dans un collectif, si on veut laisser assez libre latitude aux personnes pour vivre leur vie amoureuse et sexuelle. Et précisément, je pense qu'il y a une partie très importante du travail collectif autour de cette question de la construction de nos consentements, que ce soit à travers de l'éducation sexuelle, une éducation sexuelle, y compris en tenant compte du fait qu'on a dans les établissements des gens qui ont des sexualités extrêmement différentes. Il y a quoi de commun entre celui qui a une sexualité ordinaire, si tant est qu'il en existe d'ordinaire, mais en tout cas comme vous et moi, avant qu'un accident ou une maladie l'amène dans un établissement spécialisé, par rapport à celui qui peut-être ne l'a jamais connu, n'a pas eu d'éveil sensoriel, n'a pas eu d'érotisation du corps, et est vraiment dans les balbutiements de la construction d'une sensorialité où la question du désir sexuel puisse advenir. Donc c'est deux univers d'attentes qui sont très différents. De même, c'est pas du tout pareil la personne qui a une capacité d'autosatisfaction et c'est la dimension du faire avec l'autre, faire avec un partenaire qui est problématique. D'abord le séduire, le trouver, le séduire, le maintenir, garder quelque chose qui se cultive avec lui pour que ça tienne éventuellement. C'est pas du tout la même chose que si je suis totalement centrée sur une sexualité auto-érogène, et c'est pas du tout la même chose si je suis centrée sur une sexualité auto-érogène où j'arrive à me satisfaire, et une autre qui serait inaboutie, c'est-à-dire par exemple une masturbation qui n'arrive pas à l'éjaculation, ou des caresses vulvaires ou clitoridiennes qui n'arrivent pas à un orgasme. Je pense que c'est de ça dont voulait parler pour l'efficience de la masturbation l'orateur qui nous a précédés. Donc il y a là des choses, à mon avis, qui doivent être proposées à l'ensemble des personnes autour d'une éducation à la sexualité où toutes ces catégories pourtant fort différentes ont besoin, je pense, d'éléments d'éducation à la sexualité, d'abord pour des rappels pour certains, pour des réactualisations de connaissances pour d'autres, mais aussi pour que des paroles puissent advenir, des mots puissent être donnés, des enrichissements de la possibilité de parler de ces choses-là à travers des apports sur le corps, son fonctionnement, la question des relations amoureuses, la question de comment on fait la cour, de comment on... voilà. Toutes ces questions d'éducation à la sexualité, dont la mise en garde par rapport au risque, entre autres, mais pas seulement, soit offerte à l'ensemble, et donc une information sexuelle de base, incluant l'énoncé aux intéressés de leurs droits en la matière. À côté de ces aspects généraux, il
il va y avoir des besoins plus spécifiques et donc plus à travailler dans le cadre des projets personnalisés parce qu'ils correspondent à des situations particulières où là, une rubrique qui porte sur la vie amoureuse et sexuelle dans les projets personnalisés serait très souhaitable. Éventuellement, une rubrique qu'on ne renseigne pas, si la personne n'a pas d'attente en la matière, si la personne ne donne pas à voir des difficultés particulières, ou si la personne nous dit « non, jardin secret ». On ne touche pas à ce domaine-là. Mais le fait même de prévoir qu'il y ait cette thématique qui soit présente dans l'identification de ses attentes, ses besoins et la réflexion sur les propositions qu'on peut lui faire me paraît absolument nécessaire pour que cette dimension ne soit pas escamotée ou passée comme secondaire. Et c'est probablement là qu'on aura besoin de faire appel à des compétences plus spécialisées, soit qu'acquièrent des membres des équipes dans les institutions, soit qu'il était question de l'appel à des sexologues spécialisés par le psychiatre qui est intervenu tout à l'heure, où je pense qu'il y a des ressources là qui sont intéressantes à connaître par les professionnels, qui ont quand même tendance à s'étoffer. Hein. On a parlé du fait qu'il y avait des institutions qui avaient du mal à répondre du côté hospitalier, mais du côté de ressources, du côté vraiment de la vie amoureuse et sexuelle, des ressources s'étoffent, qu'elles soient des ressources en termes de compétences, ou des ressources en termes d'outils. Je pense à la diversité maintenant de petits supports vidéo, de travail sur des scénettes de théâtre qui ont mis en scène ce genre de choses. On en avait montré un certain nombre lors du forum sur Amour, sexe et handicap à Dijon en fin 2017. Il existe maintenant des poupées sexuées. Il y a un réservoir, il y a des petits films malheureusement qui n'ont pas été traduits en français, mais des petits films qui sont des petites vidéos qui indiquent comment se masturber, qui ne sont pas du tout faits pour provoquer de l'excitation, hein, ce n'est pas des films porno, ce sont des films pour montrer un personnage, donc se déshabille progressivement, se masturbe, explique comment il fait. Donc ce sont de la pédagogie de la masturbation. Donc il existe maintenant un certain nombre d'outils qui peuvent très largement venir en aide aux professionnels pour penser des réponses spécifiques à des publics qui ont des besoins particuliers dans le cadre des projets personnalisés. Je vais devoir m'arrêter là, compte tenu du temps imparti. Un exercice que nous avons l'habitude de faire, de parler en public. Donc on va essayer d'être concis, clair sur cette présentation. Donc en fait, on va vous parler de la réalisation d'un programme d'éducation à la santé sur la vie affective et sexuelle. Alors au sein du foyer Gérard de Roussillon, alors je précise, c'est à la fois un foyer de vie et un foyer d'accueil médicalisé. Donc, on va, au cours de cette présentation, je vais rapidement vous présenter le foyer, la population accueillie, puisque ça a son importance, pourquoi on a réalisé ce projet. Monsieur Malter vous présentera le groupe de travail, les objectifs du programme, la réalisation du programme, le contenu, la mise en place, les modalités d'évaluation, et ensuite je reviendrai sur le bilan et les perspectives. Donc le foyer Gérard de Roussillon, c'est un foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé qui est rattaché à un centre hospitalier spécialisé. La capacité est de 100 places, donc 40 places en femmes et 60 places en foyer de vie. Donc c'est réparti sur 5 unités de vie de 20 lits, 3 unités de foyer de vie et 2 unités femmes. Donc l'équipe est pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle, comme on dit maintenant. Elle est composée d'infirmiers, d'éducateurs spécialisés, d'aides-soignants, d'AMP, d'ASH, d'une psychologue et de médecins généralistes et un médecin psychiatre. Donc les profils de la population accueillie, ce sont des résidents avec une déficience intellectuelle et ou un handicap psychique, psychose, démence alcoolique, bipolarité, associés ou non à des troubles du comportement. On a une mixité de la population, donc 35 femmes et 65 hommes, une moyenne d'âge qui est assez élevée, 53,6 ans, et des différences d'âge, le plus jeune résident à 26 ans et le résident le plus âgé à 83 ans.
avec également ce qu'on disait, des parcours de vie différents, puisqu'on a des gens qui ont eu une vie, qui ont travaillé, qui ont eu des enfants, et des gens qui ont un parcours institutionnel dès la petite enfance. Alors pourquoi ce projet? En fait, depuis 2013, il y a une formation sur le thème de la vie affective et sexuelle qui est proposée chaque année à une dizaine de professionnels. Donc cette formation a permis aux professionnels de mieux appréhender le thème de la vie affective et sexuelle, de libérer la parole, mais aussi, comme disait Madame Duzard, de travailler sur les représentations qui sont fortes dans ce domaine. Et au fur et à mesure des échanges entre ces professionnels, on a constaté que les informations élémentaires en matière de santé sexuelle n'étaient pas connues des résidents. En fait, il y avait beaucoup de... C'était traité au coup par coup. Les résidents n'ont jamais reçu d'informations concernant la sexualité et la vie affective, et c'était abordé de façon individuelle, avec des réponses à une demande spécifique. Donc ce manque de communication et d'information était en partie responsable de comportements à risque chez les résidents. Et en fait, plus c'est tu, plus c'est compliqué à gérer. J'aime pas trop le mot, mais voilà. Donc ensuite, par rapport à ça, on s'est engagé, puisque le CREAI l'IREPS et la Mutuelle lycée française Bourgogne-Franche-Comté proposaient de développer une action formation sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. On s'est engagé dans ce projet, puisqu'on savait qu'on devait faire quelque chose, mais on avait besoin d'apport de connaissances, de quelqu'un qui impulse un petit peu ce projet. Et donc, le groupe projet a été constitué en janvier 2016. Et l'objectif de ce groupe était de construire et de développer un programme d'éducation à la sexualité à destination de tous les résidents. Alors, ce groupe de travail, 6 femmes et 3 hommes, des membres du personnel engagés sur la base du volontariat, comme je le disais, regroupant différentes catégories professionnelles, cadre supérieur de santé, cadre de santé, psychologue, éducateur spécialisé, infirmière, AS, AMP et ASH. Alors, évolution du groupe de travail, on s'est rendu compte, suite à un arrêt maladie, un AMP a été remplacé par un AMP homme, voilà. C'était important de maintenir la mixité. Par contre, on n'a pas pu engager l'équipe de nuit de notre structure. Une personne, pour des raisons personnelles, n'a pas donné suite à son engagement. Voilà. Au niveau de ce groupe de travail, on s'est rendu compte aussi qu'il était important de le rendre stable pour la pérennité du projet. Voilà. Et on s'en est rendu compte aussi lors des séances d'animation du projet. Alors, les objectifs du programme. Tout d'abord, aider les résidents à comprendre ce qu'est une émotion et pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Aider les résidents à prendre conscience et comprendre leur schéma corporel, puisqu'on se rend compte au quotidien, notamment lors d'accompagnement à la douche, que c'est pas évident. Mettre à disposition des résidents des informations sur la santé, la prévention des infections sexuellement transmissibles et la contraception, afin de leur permettre de devenir acteurs de leur prise en charge, de leur accompagnement. Donner des informations sur les actes reconnus comme inadéquats, socialement et légalement. Encourager les comportements respectueux des résidents envers eux-mêmes et les autres dans leurs relations amoureuses, affectives. Favoriser les comportements assertifs. Mettre les bons mots sur les bonnes choses, développer les aptitudes individuelles et sociales. Au niveau de la réalisation du programme, on s'est inspiré de l'ouvrage « La mallette des femmes et des hommes » dont on a entendu parler tout à l'heure, de Merlin, Delville et Marcier. Alors, la conceptualisation du programme a duré 2 ans, de 2016 à 2018. Au départ, on avait pour ambition au niveau de l'échéance que le programme se déroule sur 1 an. On a dû revoir nos exigences à la baisse. Le CREAI et l'IREPS nous avaient également alertés. Alors pourquoi on a dû revoir nos ambitions?
parce que on touche un public large, voilà. Les différentes catégories professionnelles travaillent en horaire décalé. Voilà, il a fallu s'adapter au public, à sa diversité, et savoir vraiment ce qu'on allait faire. Voilà. On a réalisé donc un PowerPoint avec des séquences filmées. Voilà. Ce projet a été présenté au Conseil de la vie sociale. Les familles peu nombreuses, seulement 20% des personnes accueillies ont des liens familiaux, ont très bien accueilli ce projet. On l'a ensuite présenté aux professionnels de la structure. Il y a eu aussi réajustement du contenu, voilà, notamment au niveau de certains supports qui n'étaient pas adaptés en termes de manipulation. Voilà. Le contenu du programme, alors il s'est déroulé en 10 séances d'information. Une première séance sur les émotions, les différentes émotions principales, la joie, la tristesse, la colère, etc. Il a bien été précisé aux participants résidents que c'était normal d'éprouver des émotions. En fait, toutes ces séances, elles découlent les unes des autres. Alors, on est passé ensuite à la connaissance du corps, proposer une approche globale sur la connaissance de leur corps. Une deuxième partie sur la connaissance du corps, comment leur corps fonctionne, la puberté, les règles, la ménopause, l'andropause. Toujours en lien avec ce corps et les émotions, on a abordé les relations avec les autres, les notions de désir et de plaisir. On a abordé l'intimité, le respect du corps, le respect des autres, lieu d'intimité, lieu public. On a abordé aussi la loi, point important, sur leurs droits, sur les comportements sexuels interdits par la loi, la notion de consentement. On a évidemment abordé la sexualité, la masturbation, plaisir à deux et rapports sexuels. Ensuite, nous avons abordé la santé sexuelle autour de l'hygiène intime. Une deuxième partie sur la santé sexuelle portant sur les maladies sexuellement transmissibles. Et enfin, nous avons terminé par la contraception, les différents moyens de protection et de contraception. Alors, la mise en place du programme. Il s'est déployé sur une unité test, Edelweiss, voilà, représentative des résidents. En effet, 12 hommes, 8 femmes. 7 couples, dont un qui partage une chambre double. Et certains de ces résidents de cette unité sont parents. Il y a 2 personnes qui ont des enfants. Voilà, 12 personnes présentent des psychoses infantiles ou déficiences intellectuelles, dont 4 atteintes de schizophrénie. 5 personnes présentent des psychoses chroniques, notamment une qui a une orientation FAM et qui présente des troubles du langage, et 2 personnes, elles, présentent des troubles du comportement liés à des accidents de la vie, AVP, trauma, etc. Voilà. Au niveau de la mise en place du programme, alors les séances ont été animées par 2 animateurs, plus un observateur, entre guillemets, par séance. On s'est aperçu que l'observateur est hyper important pour rapporter les réactions verbales ou non verbales des participants, des résidents. Voilà. On s'est rendu compte aussi que l'appui de tous les professionnels, toutes catégories, toutes CSP confondues, était super important aussi. Voilà. Et la mixité également chez les animateurs reste importante. Quand je parlais de l'appui des professionnels, toutes CSP confondues, eux-mêmes étaient très demandeurs de participer à ces séances d'animation. Alors, la participation des résidents, elle, se portait sur la base du volontariat. Les séances ont eu lieu sur 2 semaines, du lundi au vendredi, entre 10h30 et 11h30, dans une salle à manger de l'unité. Pour optimiser la participation, pour pas dire la carotte, on a proposé un café et une collation en fin de séance, comme je vous disais, qui a permis de favoriser la participation au départ, mais qui a très très vite, on s'en est rendu compte,
qui a été très très vite délaissé au profit de la curiosité des résidents participants. Au niveau des modalités de ce projet, au niveau des modalités d'évaluation de ce projet, alors à chaque fin de séance, il y a eu des questionnaires de satisfaction, remplis par les résidents participants. En moyenne, le nombre de participants par séance pour cette unité test était de 18,1. On n'avait pas, parfois il y avait des rendez-vous médicaux, des hospitalisations qui ne permettaient pas à des résidents de participer. Et puis pour évaluer ce projet, on a demandé aux professionnels de faire remonter les réactions des résidents auprès du groupe projet. Et c'est vrai que depuis, ça a suscité, ça a créé une dynamique. On a déjà eu des questions concernant des demandes en mariage. On a eu beaucoup de confidences des résidents sur leur vécu, leur passif, notamment sur des situations d'inceste. On a eu des coming out, entre guillemets. Ce postulat, ce qu'on voit là, nous démontre qu'on ne peut pas s'arrêter là, et que on va continuer le travail et on va essayer de créer des groupes de parole et sur la sexualité. Donc effectivement, l'intérêt et le bénéfice pour les résidents, c'est que ça a été apprécié que ça soit une information en fait collective au niveau de l'unité. Ça a permis de créer des échanges entre les résidents. Il y a eu une émulation puisque maintenant toutes les autres unités de vie nous demandent quand est-ce qu'on vient leur parler. Effectivement des retours touchants de la part de certains résidents. Une résidente qui a une 50aine d'années qui est venue nous voir en disant c'est bien, on m'a jamais rien appris sur le sexe. Une résidente qui a une déficience. Une résidente qui était simplement contente de s'entendre dire qu'elle pouvait fermer sa porte à clé et avoir le choix d'ouvrir ou pas. Des choses simples qui ont été rappelées aux résidents, mais à la fois également aux professionnels. C'est-à-dire que quand j'entre, effectivement, comme disait Madame Dussart, j'entre dans l'intimité de la personne. Donc effectivement, je frappe, je ne m'autorise pas à rentrer. Donc c'est pour les professionnels, ça a permis de mettre à l'aise aussi. Effectivement, on a tous des représentations, des vécus différents sur sa sexualité. De libérer la parole entre professionnels. Au niveau de l'institution, c'est vrai que ça répondait. Nous, c'est inscrit dans notre projet d'établissement 2014-2018. Alors, je reprends. Dans les axes. J'essaie de le retrouver. Il y a. Sur deux axes. Donc on avait un axe qui était optimiser la mise en œuvre du suivi du projet de vie personnalisé de chaque personne accueillie. Et dans cet axe, il y avait accompagnement formalisé adapté à la vie affective et sexuelle des personnes accueillies. Mais il y a également le droit à l'éducation sexuelle, puisque la loi prévoit que dans chaque établissement, les personnes reçoivent effectivement une information par rapport à la sexualité. Au niveau des difficultés rencontrées, effectivement, on a été très ambitieux, le timing, l'importance d'avoir une équipe, effectivement, il n'y a pas trop de turnover pour pouvoir avancer dans ce projet, de la pugnacité, parce que il y a plein de choses qui viennent se greffer, qui viennent, dans une organisation, qui viennent se greffer, parasiter un petit peu l'avancée du projet. Et donc les pistes pour améliorer ce programme, Monsieur Malter vous en a un peu parlé. Il y a des outils qu'on a à revoir, des choses qu'on aimerait développer, puisqu'on a fait des films, on a mimé, on a et peut-être on se disait peut-être pourquoi pas si certains résidents veulent venir après avec nous développer ces séances, ça pourrait être une piste intéressante. Après, sur d'autres établissements à voir. Et puis, la chose aussi, c'est que c'est un outil qu'on a développé autour d'autres thèmes. Par exemple, je pense au tabac, parce que c'est vrai que c'est une problématique aussi importante. Ça pourrait être aussi un support intéressant. Je crois que c'est bon. Ah non.
Les perspectives, oui, je suis allée trop vite. Oui, déployer le programme sur les autres unités de vie, là, c'est notre priorité pour cette année. Et puis retravailler les points faibles et évaluer à plus long terme. C'est-à-dire qu'on a dit aux résidents qu'on repasserait sur les unités de vie pour voir un petit peu ce qu'ils avaient retenu. Et puis après, approfondir en petits groupes, parce qu'il y a des en fonction des résidents, les besoins ne sont pas les mêmes, donc en petits groupes, proposer des ateliers un peu plus ciblés. Merci à tous de votre attention.